Je suis sorti de l'hôpital un jour plus tôt et, en rentrant, j'ai surpris ma femme avec son amant. Cela devait être un retour à la maison tranquille, un jour plus tôt, sans grande pompe, juste le confort des murs familiers et de la femme qu'il appelait son épouse. Mais parfois, la vie n'attend pas que le rideau se lève pour révéler la vérité. Ce que Victor Dalton a vu en franchissant cette porte n'a pas seulement mis fin à un chapitre. Cela a tout fait voler en éclats. Et tout a commencé par le silence. Une clé qui n'entrait plus dans la serrure. Le sourire de l'infirmière n'atteignait pas tout à fait ses yeux lorsqu'elle tendit les papiers de sortie à Victor Dalton. « Vous pouvez y aller, monsieur Dalton. Le docteur a signé votre sortie plus tôt, dit-elle. Votre rétablissement est en avance sur le programme. » Victor hocha faiblement la tête, bien que la douleur sourde dans sa poitrine lui rappela qu'il n'était pas encore tout à fait guéri. 3 nuits dans un lit d'hôpital après une intervention cardiaque, des nuits passées à écouter le bourdonnement des machines, les néons vacillant au-dessus de lui, et pas une seule visite de sa femme, Lena Whitmore. Elle lui avait envoyé un seul texto, prétendant que les hôpitaux la rendaient anxieuse. Disant que l'odeur d'antiseptique lui retournait l'estomac. Mais ce qui faisait mal, ce n'était pas l'excuse. C'était le silence, l'absence, les heures vides où l'amour aurait dû se manifester et ne l'avait pas fait. Victor se dit de ne pas trop y penser. Peut-être était-elle dépassée. Peut-être ne savait-elle simplement pas comment gérer la situation. Pourtant, quelque part sous la gaze et les points de suture, quelque chose en lui avait déjà commencé à se détacher. Le trajet en taxi jusqu'à la maison fut silencieux. Dehors, la ville défilait comme un flou, mais les pensées de Victor étaient plus lentes, lourdes. Il pensait à la façon dont la lumière du soleil frappait le sol de leur cuisine le matin, à l'odeur du parfum de Lena qui s'attardait sur les coussins, au confort de leur lit. Il se demanda si elle serait surprise de le voir rentrer plus tôt. Peut-être qu'elle sourirait. Peut-être qu'elle pleurerait. Alors que la voiture s'engageait dans l'allée, cette douce fantaisie se fissura. La voiture de Lena était déjà là, garée non pas droit, mais de manière désordonnée en travers des pavés, comme si elle était rentrée précipitamment sans jamais regarder en arrière. Cela ne lui ressemblait pas. Elle mettait un point d'honneur aux apparences, à l'ordre. Victor fixa la voiture une seconde de trop, un poids sourd pesant sur son sternum, une tension causée par la chirurgie. Il paya la course, sortit et souleva son sac de voyage, se dirigeant vers la porte. La maison était encore plongée dans le noir en bas, pas de musique, pas d'odeur de dîner, seulement une lueur faible et pulsante provenant de l'étage. Il n'appela pas. Il n'annonça pas son arrivée. Quelque chose lui disait de ne pas le faire. Quelque chose de plus profond que le soupçon et l'instinct. Il monta les escaliers, le craquement sous ses pieds plus fort que d'habitude, et s'arrêta devant leur chambre. La porte était légèrement entr'ouverte. La lumière à l'intérieur projetait une teinte chaude mais déformée. Victor poussa doucement, espérant presque la trouver vide, mais ce n'était pas le cas. Lena était là, ainsi qu'un homme que Victor n'avait jamais vu. Ils étaient enchevêtrés dans le lit qu'ils avaient acheté 5 ans plus tôt, celui qu'elle avait un jour qualifié en plaisantant de trop ferme, celui qu'ils avaient choisi après avoir testé la moitié du showroom. Son rire, léger, haletant, le transperça plus vivement que n'importe quelle lame. Les draps les recouvraient à moitié. Son oreiller avait été jeté de côté. La table de chevet contenait encore leurs photos de mariage, inclinée à un angle étrange, comme si elle observait toute la scène se dérouler dans un silence stupéfait. Victor ne bougea pas. Il ne haleta pas. Il ne parla pas. Le monde était devenu complètement silencieux. Sa respiration était courte. Ses yeux ne sciaient pas. La douleur n'était pas explosive. Elle était creuse. Une douleur abyssale qui commençait quelque part dans sa colonne vertébrale et résonnait dans sa poitrine. Ils ne le virent pas. Pas encore. Trop perdus dans leur moment. Trop sûrs qu'ils ne seraient pas là. 10 secondes s'écoulèrent, peut-être plus. Le temps se replia sur lui-même. Puis Victor recula lentement, prudemment. Pas de colère, pas de drame. Il descendit les escaliers avec le même calme qu'il utilisait pour naviguer dans des champs de mines à l'étranger. De retour au taxi qui attendait, le moteur tournant toujours au ralenti. Le chauffeur le regarda. « Tout va bien ?» La voix de Victor était basse, à peine audible. « Où ça, alors ?»« En ville, dit-il. » Et alors que la voiture s'éloignait de la maison qui ne lui semblait plus la sienne, Victor ne regarda pas en arrière. Il ferma les yeux et laissa le silence l'envelopper.
Non pas le silence de la paix, mais celui d'une trahison si profonde, si aiguë, que les mots ne feraient que l'affaiblir. Ce n'était pas du chagrin. Pas encore. C'était le moment juste avant la tempête, quand tout est d'un calme insupportable. La ville défilait en flou par la fenêtre tandis que le taxi glissait silencieusement dans la circulation. Mais l'esprit de Victor Dalton était plus vif qu'il ne l'avait été depuis des jours. La douleur dans sa poitrine due à l'opération n'était rien comparée à la brûlure silencieuse qui montait en lui maintenant. Il n'y avait pas de fureur, pas de rage tremblante, juste une clarté profonde et lancinante. Quelque chose s'était remis en place quand il avait vu Lena Whitmore avec cet étranger dans leur lit. La femme qu'elle était devenue n'était pas celle qu'il avait épousée. Elle ne valait pas une seconde de plus de chagrin. Mais cela ne signifiait pas qu'elle s'en tirerait indemne. « Emmenez-moi en ville », répéta-t-il au chauffeur. Et 20 minutes plus tard, ils s'arrêtèrent devant un modeste mais familier bâtiment en briques, niché entre deux gratte-ciel. Victor sortit lentement, son sac de voyage toujours en bandoulière, le bracelet de l'hôpital à peine coupé de son poignet. Il ne prit pas la peine d'arranger son sweat à capuche ou de vérifier les cernes sous ses yeux. Rien de tout cela n'avait d'importance maintenant. Ni son apparence, ni son image, seulement le résultat. Julian Marks était son ami depuis des années, un vieil ami de l'époque où Victor réparait des ordinateurs à côté tout en quittant l'armée. Julian était depuis devenu l'un des avocats les plus brillants de la ville, et il devait à Victor plus que quelques services. Quand Victor entra dans le bureau sans prévenir, Julian leva les yeux de son bureau, surpris. « Tu es censé être encore à l'hôpital. » Victor ferma doucement la porte derrière lui. Les plans ont changé. Julian lui fit signe de s'asseoir en face de lui. Que s'est-il passé? Victor s'assit sans un mot, plongea la main dans son sac et en sortit un épais dossier. Il le posa sur la table avec précaution, comme s'il posait une arme chargée. « Elle me trompait », dit-il d'un ton neutre. « Je les ai vus dans notre lit aujourd'hui. » Julian cligna des yeux, le front plissé. « Lena, avec un certain professeur, » ajouta Victor. Je n'ai pas retenu son nom. Je n'en avais pas besoin. Sa voix était calme, mesurée. Trop calme. Le genre de calme qui rend les hommes nerveux. Il tapota une fois le dossier. Tout ce dont tu as besoin est là-dedans. Julian l'ouvrit lentement, feuilletant page après page des relevés bancaires, des titres de propriété, des documents de fiducie signés, des procurations, des résumés de comptes privés et une discrète trace de restructuration financière. Tu as déjà tout déplacé, dit Julian en levant les yeux. Il y a des mois. Victor hocha la tête une fois. La maison, l'entreprise, les économies. Transférées, consolidées, verrouillées. Elle pense toujours avoir accès à tout ça. Julian se renversa dans son fauteuil, expirant par le nez. Elle n'a aucune idée que tu t'es préparé à ça. Elle n'a jamais pris la peine de le remarquer, dit Victor. Et maintenant, elle va découvrir ce qu'elle n'a jamais pris la peine de comprendre. Julian continua de parcourir le dossier, son ton passant de la curiosité au respect. Tu as restructuré l'entreprise en une fiducie l'année dernière. Tu t'es désigné comme seul bénéficiaire. Elle n'a même pas mis à jour sa procuration après le mariage. Non, je me suis assuré qu'elle ne pense pas en avoir besoin. Les yeux de Victor étaient maintenant comme de l'acier. Elle voulait l'illusion du contrôle. Je la lui ai donnée. Et maintenant, demanda Julian. Maintenant, je veux que les papiers soient déposés aujourd'hui. Divorce avec documentation complète. Fais en sorte qu'elle reçoive la notification avant même de se rendre compte que les comptes bancaires sont gelés. Tu veux des ordonnances de protection temporaire? Oui. Et je veux signaler le compte joint. Elle détournait de l'argent, dont une partie provenait de mes indemnités d'invalidité de l'armée. Ça relève d'une enquête fédérale. Bon sang, murmura Julian. Tu vas pratiquer la politique de la terre brûlée. Victor se leva. Non, je ne détruis rien. Je préserve ce qui est à moi. Il marqua une pause, puis regarda Julian dans les yeux. Elle a fait son choix. Je m'assure juste qu'elle vive avec. Julian prit son téléphone. Donne-moi 2 heures. Victor hocha la tête. Je reviendrai. Garde tout confidentiel. Il se retourna sans un mot de plus, sortit du bureau et s'avança sous le soleil de l'après-midi, comme un homme non pas en convalescence d'une opération, mais se relevant d'un champ de bataille. Ce n'était pas de la vengeance. Pas encore.
Mais c'était le premier coup sur un échiquier dont Lena n'avait jamais réalisé qu'elle était une joueuse. Au moment où le soleil commençait à se glisser derrière l'horizon, la maison que Victor Dalton appelait autrefois son foyer avait déjà entamé sa transformation, passant d'un espace de chaleur et de souvenirs partagés à une forteresse calculée qui n'appartenait plus à Lena Whitmore. Le serrurier arriva quelques heures après sa rencontre avec Julian Marks. Victor n'attendit pas. Chaque serrure de chaque porte fut remplacée. L'ouvre-porte de garage fut reprogrammé. Le système de sécurité de la maison, autrefois installé selon les préférences de Lena, fut entièrement réinitialisé. Le code qu'elle avait choisi, sa date de naissance bien sûr, fut effacé du système. Victor appela lui-même la société d'alarme et la fit inscrire comme accès non autorisé. Pas de notification, pas d'avertissement, juste le silence, la précision, une étape à la fois. Il se déplaça dans la maison avec une aisance délibérée, retirant les clés qu'elle avait fait dupliquer, rassemblant les jeux de rechange, changeant les codes de la boîte à clés cachée. Ce n'était pas un coup de sang. C'était une transition, une qu'elle ne verrait jamais venir. Ensuite vinrent les finances. Le compte courant joint, autrefois une ressource partagée, fut gelé dans les 10 minutes suivant sa demande. Victor transféra les $23 000 restants sur un compte privé dont Lena n'avait jamais connu l'existence. Il l'avait ouvert des mois auparavant sous le nom d'une fiducie distincte, réorientant discrètement les paiements de dividendes et les revenus de service. La banquière, une femme d'une cinquantaine d'années aux yeux bienveillants, cligna à peine des yeux lorsque Victor expliqua la nécessité de restreindre immédiatement l'accès de Lena. Elle utilise la carte comme si elle était sans fond, dit-il calmement. Elle n'a pas vérifié le solde aujourd'hui, mais elle le fera. La banquière hocha la tête, imprima un formulaire de confirmation et le lui tendit avec un respect silencieux. Vous n'êtes pas le premier, dit-elle doucement. Mais vous êtes peut-être le mieux préparé. Pas préparé, répondit Victor. Juste lassé de faire semblant. Après cela, il passa un autre appel au concessionnaire de luxe où le SUV bien-aimé de Lena avait été loué au nom de Victor. Elle se vantait toujours que c'était le sien. Aimait parler des sièges en cuir et des caméras de recul comme si elle les avait payés elle-même. Mais Victor savait la vérité. Il avait négocié la clause de rachat lors de la signature du bail. Et maintenant, avec une simple signature et un scan de sa carte d'identité, le concessionnaire accepta d'envoyer une équipe pour récupérer le véhicule le même après-midi. Pas de préavis pour elle, pas de confrontation, juste disparu. En début de soirée, Victor se tenait de l'autre côté de la rue, sur le siège passager du SUV noir de Julian, sirotant lentement un café tout en observant le dernier acte se dérouler. Lena remonta l'allée la première, suivie de près par Evan Carrill, son partenaire d'adultère suffisant. Ils avaient l'air détendus, confiants, peut-être même heureux. Elle plongea la main dans son sac, sortit sa clé et l'inséra dans la porte. Elle ne tourna pas. Elle essaya à nouveau. Rien. Un moment passa. La confusion se dessina sur son visage. Evan s'avança, essaya sa propre clé, probablement un double qu'elle lui avait donné, également inutile. Lena frappa, puis cogna. Sa voix s'éleva. Victor, ouvre la porte. Ce n'est pas drôle. Victor ne bougea pas. Julian lui tendit le café. Ça va, demanda-t-il. Victor hocha la tête une fois, en contrôle. Laisse-la crier, murmura-t-il. La voix d'Evan se joignit à la sienne, plus forte, frustrée. Eh, mec, allez. N'en fais pas toute une histoire. On n'est pas là pour se battre. Victor prit une autre gorgée. Il n'avait pas l'air en colère. Il n'avait même pas l'air intéressé. Il avait l'air d'en avoir fini. Les coups de Lena se transformèrent en martèlement. Son ton passa de la colère à la panique. Sa carte vient d'être refusée à la station-service, dit-elle. Celle d'Evan aussi. Elle ne comprenait pas, Victor, s'il te plaît. Victor posa la tasse de café vide dans la console et se tourna vers Julian. Allons-y, alors que le SUV s'éloignait du trottoir, Victor jeta un dernier regard en arrière. Lena s'était effondrée sur le porche, les épaules secouées de sanglots. Evan se tenait à l'écart, le visage éclairé par l'écran de son téléphone, essayant probablement de comprendre où la voiture était passée. Victor ne sourit pas. Il ne fit pas de signe de la main. Il ne se vanta pas. Il se contenta de regarder. Puis il se tourna vers l'avant, les yeux clairs, la voix stable. Échec et mat, il n'y eut pas de cri, pas d'objet lancé, pas de dernière dispute,
juste un retrait silencieux. Ce n'était pas de la vengeance. Pas encore. C'était une reprise de possession. Il n'était plus la victime. Il était celui qui tenait l'échiquier. Le lendemain matin du verrouillage, Victor Dalton était assis sur la terrasse d'un hôtel tranquille du centre-ville, regardant le monde avancer sans lui. Le soleil se levait, pur et doré, entre les gratte-ciel. Les gens passaient, un café à la main et des écouteurs dans les oreilles, tous absorbés par leur routine. Pour la première fois depuis des jours, il ne ressentait rien. Pas de piqûre, pas de douleur, juste une quiétude qui vient lorsque la colère est partie et que seul le but demeure. Son téléphone vibra une fois, puis une autre, et encore une autre. 10 appels manqués de Lena Whitmore. 5 d'un numéro inconnu. Un message vocal. Il n'écouta pas. Il savait déjà ce que la voix dirait. Confusion, excuse, peut-être une fausse inquiétude. Rien de tout cela n'avait d'importance maintenant. À la place, Victor ouvrit son ordinateur portable et se connecta au portail client sécurisé que Julian Marks avait mis en place pour lui. Tout était aligné. Les papiers de divorce déposés. La demande d'ordonnance de protection temporaire déposée, appuyée par des séquences vidéo extraites directement du système de sécurité de la maison. Oui, Victor avait visionné les enregistrements. Elle n'avait même pas pris la peine de fermer les stores. La caméra dans le couloir avait tout filmé. Son rire, le lit qui bougeait, la trahison rendue réelle par des horodatages numériques. Les images parleraient d'elles-mêmes au tribunal, mais elles avaient déjà parlé assez fort à Victor. Ensuite, il examina les documents pour le procès civil. Lena avait retiré des milliers de dollars de leur compte d'épargne commun au cours des derniers mois. De l'argent que Victor avait discrètement déplacé en préparant sa sortie financière. Ce qui aggravait les choses, et les rendait légalement attaquables, c'est qu'une partie de cet argent provenait directement de ses indemnités d'invalidité militaire, des fonds protégés par le gouvernement fédéral. Lena avait soit ignoré ce détail, soit ne s'en souciait pas. Quoi qu'il en soit, cela donnait à Victor le feu vert pour porter plainte pour fraude et détournement de fonds potentiellement criminels. Si elle rendait l'argent, l'affaire serait traitée au civil. Si elle ne le faisait pas, elle deviendrait criminelle. Peu lui importait la voie que cela prendrait. Le résultat serait le même. Elle perdrait. Mais ce n'était pas tout. Victor cliqua sur un autre dossier et ouvrit le brouillon de mail qu'il rédigeait depuis 3 heures du matin. Il était adressé au bureau du titre 9 et au bureau de l'intégrité académique de l'université locale où Lena travaillait à temps partiel dans l'administration et où Evan Carrill, son amant, occupait un poste de professeur titulaire. Le message était concis, formel et étayé par des documents, des captures d'écran du calendrier de Lena montrant du temps personnel pris pendant les heures de travail, des données de localisation la plaçant au bureau ou au logement de fonction d'Evan pendant ces périodes, et des reçus essence, nourriture, et même un paiement de location à court terme tout débité du compte joint. L'implication était claire. Un membre du corps professoral engagé dans une relation inappropriée avec une employée de l'université, tous deux utilisant les heures et les ressources de l'école. Ce n'était pas seulement un scandale. C'était une violation du règlement. Victor joignit les preuves dans un fichier zip et cliqua sur « Envoyer ». Moins de 2 heures plus tard, il reçut une réponse. « Merci pour votre signalement. Cette affaire a été transmise au bureau de l'intégrité académique et aux ressources humaines pour un examen immédiat. » C'était suffisant. Il n'avait pas besoin de voir les retombées. Il avait juste besoin de savoir que le premier domino était tombé. Plus tard dans la journée, Lena envoya un texto. « S'il te plaît, pouvons-nous juste parler ? Tout est devenu incontrôlable. Nous ne voulions pas te faire de mal comme ça. » Victor faillit rire. Il ne voulait pas lui faire de mal. Il n'avait simplement pas pensé qu'il riposterait. Il s'attendait à un effondrement silencieux. Un homme trop abasourdi pour se venger. Au lieu de cela, ils ont eu le silence et la stratégie. Ils ont eu un homme qui comprenait la patience. Un homme qui savait que les vrais dégâts ne venaient pas des cris. Ils venaient de la précision. Evan Carrill allait bientôt faire face à une enquête interne. Son nom était déjà signalé dans la piste financière laissée par Lena. Des transferts de leur compte joint vers le Venmo d'Evan. Certains libellés « Merci » ou « Week-end d'évasion ». Des erreurs de débutants, traçables. Victor n'avait pas besoin de vengeance. Il avait besoin de la vérité. Et la vérité, lorsqu'elle est organisée en déclaration sous serment,
en horodatage et en violation de règlement, parle plus fort que n'importe quelle confrontation. À la tombée de la nuit, la tempête n'était plus en lui. Elle s'était déplacée à l'extérieur, dans les salles d'audience, les boîtes de réception, les services des ressources humaines et les bureaux de conformité. Et Victor, lui, était simplement assis en silence, buvant un café noir, relisant une dernière fois la ligne finale de l'email de suivi de l'université. Si cela est confirmé, des mesures disciplinaires pourraient inclure une suspension ou un licenciement. Cela suffirait. L'échiquier bougeait toujours, mais la partie n'était plus entre leurs mains. L'air du dimanche après-midi était lourd de cette quiétude suburbaine qui tente de paraître sereine, mais qui semble toujours mise en scène. Victor Dalton gara sa voiture dans l'allée de la résidence des Whitmore, des et méticuleusement taillée, une décoration de Porsche pour chaque saison, et une boîte aux lettres qui n'avait probablement pas vu une facture en retard depuis 20 ans. Il sortit de la voiture vêtu d'une chemise foncée et d'un pantalon, ne portant rien d'autre qu'un mince dossier anthracite glissé sous son bras. Pas de fanfare, pas de cérémonie, juste un but. La maison appartenait à Harold et Beatrice Whitmore, les parents de Lena, des gens qui avaient passé 12 ans à lui offrir des sourires polis trempés dans la condescendance. Beatrice avait un jour dit à Victor à Thanksgiving, son verre de vin planant juste au-dessus du jugement, « Vous n'êtes pas exactement l'homme pour lequel nous avons prié, mais au moins, vous payez les factures. » La porte s'ouvrit avant qu'il ne puisse frapper. Lena se tenait là, en jean usé et en t-shirt qui ne correspondait pas à son image habituellement soignée. Son visage se figea dès qu'elle le vit. « Qu'est-ce que tu fais ici ?» La voix de Victor était calme, égale. « J'ai apporté quelque chose pour tes parents. » Beatrice apparut dans l'embrasure de la porte derrière sa fille, comme un fantôme invoqué par la tension. Ses yeux se plissèrent et le sourire familier se forma. « Oh, le fantôme est de retour. » Victor ne s'y a pas, « Puis-je entrer ?» Lena hésita. Beatrice pencha la tête. « C'est bon. Laissons l'homme parler. » Ils le conduisirent au salon où Harold était assis dans son fauteuil, feuilletant nonchalamment un magazine de golf. Victor resta debout. 5 minutes, marmonna Lena. Moins, promit-il. Il posa le dossier sur la table basse en verre, l'ouvrit lentement et en sortit le premier document. Un tableur imprimé détaillant 38 271 $ de retrait non autorisé du compte joint qu'il avait autrefois partagé avec Lena. Les lignes incluaient des horodatages, des notes de transaction, et un virement particulier intitulé « Chalet Week-end » envoyé directement sur le Venmo d'Evan Carrill. « Ça, » dit Victor en regardant Harold, « c'est ce que votre fille a fait de nos économies. » Il posa le papier suivant. C'était une impression de mail du bureau de l'intégrité académique de l'université confirmant une enquête ouverte sur Evan et Lena pour conduite inappropriée sur le lieu de travail. Ils ont utilisé les locaux de l'école, les heures de travail et la position de votre fille dans l'administration pour rendre cette liaison plus pratique. Il le fit glisser vers Beatrice sans rompre le contact visuel. L'affaire a déjà été transmise au RH. Le troisième document fut celui qui provoqua le plus grand silence, une copie du nouveau titre de propriété de la maison dont Lena pensait encore avoir des droits. Victor montra le transfert de propriété notarié daté de 3 semaines avant qu'elle ne soit mise à la porte. La maison a été légalement vendue à un acheteur privé, dit-il. Simon Keller, mon cousin. Il me l'a relouée à court terme dans le cadre d'un accord privé, ce qui signifie que chaque nuit que Lena a passé là-bas après que j'ai changé les serrures, elle était en situation d'effraction. Le visage de Beatrice se crispa. Vous bluffez. Victor ne répondit pas. Il tourna simplement la page vers Harold, qui lisait maintenant avec les sourcils froncés et les lèvres minces. Lena se mit à trembler, ses bras se croisant fermement contre sa poitrine. Vous aurez des nouvelles de mon avocat, dit-elle doucement. Victor haussa un sourcil. Bien. Alors vous comprendrez que je porte également plainte pour récupérer les fonds manquants et que j'ai documenté l'utilisation abusive des indemnités d'invalidité de l'armée. C'est un crime fédéral. Puis vint le dernier document. Il le posa sur la table comme un argument final. Une seule feuille, un avis d'annulation d'aide hypothécaire. C'est ce que j'ai arrêté de payer la semaine dernière, dit-il, s'adressant directement à Beatrice et Harold. Depuis 18 mois, je couvrais discrètement vos mensualités de prêt hypothécaire. Je n'ai jamais dit un mot. Je prévoyais de vous surprendre avec un remboursement complet en décembre. Il haussa les épaules. Mais les choses changent. Le sourire de Beatrice disparut. Harold laissa tomber le magazine sur le sol.
Les yeux de Léna s'emplirent de quelque chose qui ressemblait à du regret, mais Victor s'en fichait. Pendant 12 ans, dit-il, sa voix basse et tranchante comme un rasoir. J'ai été là. J'ai travaillé. J'ai protégé la réputation de votre fille. J'ai payé les factures. Je l'ai défendu quand personne d'autre ne le faisait. Et en retour, je suis rentré de l'hôpital et je l'ai trouvé avec un autre homme dans mon lit. Il se tourna vers Béatrice. Et vous? Vous l'avez encouragé. Vous n'avez jamais pensé que j'étais à la hauteur. Alors maintenant, je me comporte enfin à la hauteur de vos pires attentes. Il ferma le dossier et le remit sous son bras. Alors qu'il se dirigeait vers la porte, des voix éclatèrent derrière lui. Léna suppliant, Béatrice sanglotant, Harold criant. Victor ne se retourna pas. Il ouvrit la porte lui-même, sortit et la referma derrière lui sans un bruit. Ce n'était pas de la vengeance. C'était la justice rendue, non par la fureur, mais par les faits. Non par les cris, mais par la vérité. Il n'avait pas besoin qu'ils l'apprécient. Il avait seulement besoin qu'ils comprennent que tout ce qu'ils avaient autrefois méprisé s'était maintenant élevé au-dessus d'eux. Le silence qui suivit fut plus assourdissant que n'importe quelle confrontation n'aurait pu l'être. Des semaines passèrent et Victor Dalton ne dit pas un mot. Ni à Léna Whitmore, ni à personne dans son monde. Il n'en avait pas besoin. Les conséquences avaient déjà commencé à se défaire, un fil à la fois, détricotant l'illusion qu'elle avait construite autour d'elle. Tout commença par l'avis d'expulsion. Léna avait d'abord ignoré les avertissements, supposant que la froideur de Victor était temporaire et que la maison était toujours sienne selon une logique tordue. Mais lorsque 2 shérifs adjoints arrivèrent en uniforme, affichèrent publiquement l'ordonnance sur la porte d'entrée et lui donnèrent 24 heures pour quitter les lieux, la réalité la frappa comme une gifle. Les voisins regardaient derrière leur store tandis qu'elle plaidait, pleurait et finissait par emballer ses affaires en silence. Evan Carrill n'était pas là pour l'aider. Il avait son propre désastre à gérer. L'université avait agi plus vite que prévu. Le rapport titre 9 que Victor avait déposé, avec les documents prouvant l'implication de Léna et Evan pendant les heures de travail et sur la propriété de l'école, avait déclenché un examen interne complet. Les emails, les relevés d'heures et les reçus de paiement que Victor avait tranquillement collectés étaient plus que suffisants pour entraîner des mesures disciplinaires. Evan fut immédiatement suspendu. En quelques jours, son poste de professeur titulaire fut révoqué. Le conseil d'administration publia une déclaration citant des violations de l'éthique académique. Sa pension, autrefois assurée pour sa retraite, fut supprimée. Et lorsque les captures d'écran firent surface, des photos de Léna et Evan ensemble pendant les heures de travail, certaines envoyées depuis les serveurs de l'université, les forums de discussion de la faculté s'enflammèrent de stupeur. Mais le coup de grâce ne vint pas de l'université. Il vint de Rachel Carrill, la femme d'Evan. Elle n'avait pas su. Pas vraiment. Pas jusqu'à ce qu'elle reçoive une enveloppe Kraft par la poste, envoyée anonymement, bien sûr, avec des selfies à la plage, des reçus de paiement, et un message particulièrement cruel du téléphone de Léna, il me fait me sentir vivante à nouveau. Rachel demanda le divorce la semaine suivante. Quant à Léna, la spirale infernale continua. Ses parents, Béatrice et Harold Whitmore, refusaient de répondre à ses appels. L'humiliation de la visite de Victor résonnait encore dans leurs cercles sociaux. Béatrice cessa d'assister à ses déjeuners au country club. Harold se retira de son groupe de golf hebdomadaire. Les rumeurs les suivaient. Les agents de recouvrement hypothécaire, autrefois tenus à distance par les paiements discrets de Victor, appelaient désormais quotidiennement. Léna emménagea temporairement chez une ancienne collègue avant de se contenter d'un appartement d'une chambre près d'un centre commercial. Et puis vint le travail, le seul qu'elle put trouver, un poste de vendeuse dans un magasin Home Goods. Le même genre de travail dont elle se moquait publiquement. C'est ce que tu fais quand tu n'as pas d'ambition, avait-elle un jour posté. Maintenant, elle portait l'uniforme, scannait les codes barres, souriait à travers des dents serrées. Pourtant, elle essaya de réécrire le récit. Sur les réseaux sociaux, Léna se présenta comme la victime. Elle publiait de vagues citations sur l'abus émotionnel, le gaslighting, la guérison, partageait des selfies flous avec des légendes larmoyantes. Elle affirmait que Victor l'avait coupée de tout sans compassion et avait utilisé son influence pour ruiner sa vie. Des gens, certains amis, certains étrangers, envoyèrent des commentaires de soutien, des émojis en forme de cœur, des encouragements. Pendant un instant, elle les avait presque eus. Jusqu'à ce que Victor réponde.
Il n'utilisa pas son vrai nom. Il créa un faux compte. Un commentaire, une question, postée sous l'une de ses publications émotionnelles, « N'avez-vous pas tourné en ridicule votre mari handicapé alors qu'il était à l'hôpital, tout en couchant avec votre amant dans son lit? Curieux de savoir si ça fera partie de votre prochain post. » Le commentaire gagna rapidement en popularité. Des dizaines de likes, de partages. Les gens commencèrent à poser des questions. Des amis la désabonnèrent. Certains la supprimèrent complètement. L'image soigneusement entretenue à laquelle Lena s'était accrochée brillante, brisée, incomprise s'effondra sous le poids d'une vérité indéniable. Victor ne répondit plus jamais. Il n'en avait pas besoin. Il regarda tout se dérouler à distance. Sans jamais s'avancer pour se vanter. Pas de communiqué de presse, pas d'appel téléphonique, pas de fantasme de vengeance joué en public. Juste le silence. Intentionnel, tranchant, complet. Il ne célébrait pas. Il n'était même plus en colère. Il en avait simplement fini. Elena, elle, était enfin seule. Pas le genre de solitude que l'on ressent après une dispute. Le genre qui s'installe quand on réalise qu'on a brûlé tous les ponts, épuisé tous les mensonges, et qu'on se tient maintenant seul dans les cendres de ce qu'on a construit. Victor ne lui pardonna pas. Il n'a jamais dit qu'il le ferait. Mais il ne l'a pas détruite non plus. Elle l'a fait toute seule. Un an plus tard, Victor Dalton se réveilla au son du doux clapotis de l'eau du lac contre le quai en bois devant son chalet. L'air était frais. Le ciel était baigné des premières teintes d'or doux et de bleu. Les oiseaux chantaient, le genre de mélodie douce qui accompagne les lieux épargnés par le chaos. Le chalet était modeste. 2 chambres, une petite cuisine, une cheminée qui crépitait tout l'hiver. Ce n'était pas grand-chose, mais c'était à lui. Niché au bord d'un petit lac près de l'hôpital des anciens combattants, il offrait tout ce dont il avait besoin et rien de superflu. Il allait à la pêche certains matins, non pas parce qu'il s'attendait à attraper quelque chose, mais parce que se tenir jusqu'aux genoux dans le calme faisait du bien à son âme. Certains après-midi, il faisait du bénévolat, aidant d'autres vétérans à naviguer dans la paperasse, les demandes de logement, ou simplement en s'asseyant avec eux pendant qu'ils parlaient du poids qu'ils portaient encore. Il comprenait ce genre de poids mieux que la plupart. Pas celui qui vient de la guerre, mais de la trahison. Avec l'aide de Julian Marx, Victor avait lancé une organisation à but non lucratif 6 mois plus tôt, une initiative discrète mais puissante visant à aider les familles de militaires à obtenir une représentation légale, un logement temporaire et des fonds d'urgence. Elle était financée en partie par des dons, en partie par ses propres ressources, mais principalement par un dépôt constant, $5 231,90, transféré comme une horloge le premier de chaque mois, une restitution ordonnée par le tribunal. Le remboursement signé par Lena Whitmore pour l'argent qu'elle avait pris de leur compte commun, dont une partie comprenait les indemnités d'invalidité protégées de Victor. Il ne touchait jamais l'argent personnellement. Chaque centime allait à l'organisation, non par dépit, mais par conviction. Quelque chose de brisé devait devenir quelque chose d'utile. Il y croyait maintenant. Les gens lui demandaient parfois si elle lui manquait. Si, dans les moments de calme, il pensait à ce qui aurait pu être. Il donnait toujours la même réponse, elle ne me manque pas. C'est la personne que je pensais qu'elle était qui me manque. Il n'avait pas revu Lena depuis ce jour dans le salon de ses parents. Il n'avait aucune idée d'où elle était maintenant. La restitution continuait, mais sa voix, son image, son chaos, rien de tout cela ne le suivait ici. Elle avait essayé de le contacter une fois au début, par l'intermédiaire de son avocat. Julian s'en était occupé. Victor n'avait jamais répondu. Il n'y avait plus rien à dire. Il n'éprouvait aucune haine. Cela le surprenait même lui. Pendant longtemps, il avait imaginé qu'il porterait la rage pendant des années, qu'il rejouerait la trahison comme un film en boucle, incapable de lâcher prise. Mais un matin, debout sur le quai, la brume s'élevant du lac, il réalisa quelque chose de profond. La haine est une chaîne. Le pardon n'est pas toujours un cadeau que l'on fait à l'autre personne. C'est le coupe-boulon qui vous libère de son emprise. Victor ne pardonna pas à Lena au sens traditionnel du terme. Il ne l'excusa pas. Il ne justifia pas ce qu'elle avait fait. Mais il la libéra. Il la laissa partir, non pas avec pitié, mais avec finalité. Il n'y aurait pas de retour, pas de réunion, pas de deuxième acte. Certaines personnes détruisent leur chance, et la réponse la plus puissante est de continuer à marcher. À l'intérieur du chalet,
le dernier rapport de l'organisation était imprimé sur la table de la salle à manger. 5 familles aidées ce trimestre. Un vétéran réuni avec ses enfants après une âpre bataille pour la garde. Un autre ayant reçu un abri d'urgence après une expulsion. Victor lut les noms lentement, silencieusement, fier. Aucun d'eux ne connaîtrait jamais l'histoire derrière le financement. Il n'en avait pas besoin. Ce n'était pas le but. Plus tard dans la journée, il se promena sur le sentier de gravier derrière le chalet, s'arrêtant à un petit banc en bois face à l'eau. La brise était douce. Son cœur était stable. Pour la première fois depuis longtemps, il ne regardait pas en arrière. Les gens confondent souvent le silence avec la faiblesse. Ils supposent que la paix signifie la reddition. Mais Victor savait mieux. Il avait été l'homme le plus silencieux de la pièce, et il avait gagné, non par la vengeance, mais par la clarté. Non par la violence, mais par la vérité. Ce n'était pas de la vengeance. C'était une conclusion. Et la conclusion, lorsqu'elle est méritée, est le plus assourdissant des silences. Certaines trahisons ne méritent pas la confrontation. Elles méritent des conséquences. L'histoire de Victor Dalton nous rappelle que la force n'est pas toujours bruyante et que la dignité n'est pas quelque chose que les autres peuvent nous enlever, à moins que nous ne les laissions faire. En silence, il a reconquis sa vie. Par la stratégie, il a protégé sa paix. Et en s'éloignant sans regarder en arrière, il nous a appris ceci, la guérison ne commence pas quand ils s'excusent, mais quand nous cessons d'attendre leurs excuses. La conclusion, ce n'est pas la vengeance. C'est se choisir soi-même sans avoir besoin de leur permission. Alors, si vous avez déjà été brisé, souvenez-vous de ceci, vous n'avez pas à brûler leur maison. Vous devez juste arrêter de les laisser vivre dans la vôtre. Si vous avez aimé cette histoire, merci de liker cette vidéo, de vous abonner à la chaîne et de partager vos impressions sur cette histoire dans les commentaires. Pour écouter l'histoire suivante, cliquez sur la case à gauche. Merci d'avoir regardé.